Ce conseil est filmé, je le dis, il n'échappe pas à la règle. Première annonce que j'ai à vous faire, c'est d'abord vous signaler, vous informer de la démission de Christelle Kijing, qui est partie de la commune, donc elle a démissionné, et elle est remplacée par le suivant sur la liste, c'est-à-dire celui qui montait, Julien Boulard, ici présent, que nous saluons et que nous installons ce soir au conseil municipal. Alors, vous vous en doutez, je souhaite adresser mes plus sincères félicitations pour les organisateurs de notre fête de village. Quel bonheur de voir tous ces sourires bouquins plongés dans les années 50, le temps d'une fin de semaine. Un immense remerciement à tous les bénévoles de la commission extra-municipale des fêtes, appuyés par les services municipaux, et bien sûr des cosmonautes bouquins qui ont réussi à mettre en route notre fusée et faire en sorte qu'elle soit sur orbite. Cette parenthèse festive a permis de clore un été de fête réussi, tournant définitivement cette guerre sanitaire. Félicitations aussi à nos services techniques et scolaires qui ont permis la réussite de cette rentrée scolaire. Nous y reviendrons lors de ce conseil municipal. La rentrée est également synonyme de regain de la vie associative avec le traditionnel forum des associations qui a été replié à Guidrude suite à une alerte météo. Merci à toutes nos associations qui font la fierté de notre commune, qui ont toutes conservé leur bonne humeur malgré la chaleur du gymnase. Et Dieu sait qu'il fait du. Les sourires étant également de mise auprès des petits bouquins pour l'ouverture de la saison culturelle qui a démarré sur les chapeaux de roue et présage une saison riche en divertissement. Enfin, merci à nos amoureux du patrimoine pour l'organisation des visites dans le cadre de la journée du patrimoine, la fin de semaine dernière. Je souhaite également vous informer que nous avons eu l'honneur de recevoir M. le ministre de l'Intérieur pour inaugurer notre CSU intercommunal, Centre de surveillance urbaine intercommunal, hier, d'où, vous m'avez compris mes chers collègues, la modification de la date de ce soir. Alors c'est vrai qu'il y avait en début d'après-midi, mais qu'on m'avait dit, c'est l'après-midi, ça peut être jusqu'à 20h, puisqu'après à 20h, il sera au dîner du GRIF, dîner annuel du GRIF. Donc je me suis dit, déplaçons tout de suite, dès que j'ai eu l'information, qu'il pouvait venir, parce que c'était pas sûr qu'il pouvait venir, déplaçons le conseil municipal. Et je vous prie d'excuser ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Je pense à Corinne Lemeu, qui pouvait être là hier, mais pas aujourd'hui. Donc, entre autres, et vraisemblablement d'autres, mais ça ne me revient pas en tête. Cet événement, je le dis, compte tenu de la sécurité, n'était pas ouvert au public et je m'en excuse personnellement. Seul était possible sur les lieux, étaient invités sur les lieux les élus du comité syndical, c'est-à-dire les 5 bouquins, les 4 cabriessins et les 3 simianais qui représentent leurs communes respectives au SIGV. Grande amie de la France, la reine Elisabeth II est décédée le 8 septembre à Balmoral en Écosse après un règne de 70 années. La cérémonie de ses obsèques solennelles a eu lieu ce lundi 19 à Londres, ainsi que sur la plupart des bâtiments publics de notre pays. Nous nous sommes associés à l'hommage qui lui a été rendu en arborant hier, place de l'Hôtel de Ville, le drapeau britannique aux côtés des drapeaux français et européens. Tous 3, évidemment, ont été mis en berne. Je vous informe que ce dimanche 25 septembre, à 11h30, aura lieu la journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives au monument des territoires d'opération extérieure à la salle. Le rendez-vous est également donné ce même jour de 15h30 à 18h30 sur la place des Marronniers pour un moment musical et convivial. Venez passer une après-midi enchantée sous les platanes pour cette 14e édition. Axé sur la voix chantée, le festival des Voix sous les platanes propose une programmation éclectique, tonique et chaleureuse dans un cadre agréable et décontracté, l'esplanade de la Bastide de la Salle.
Cet événement sera complété par un vide local organisé par la Fibre Solidaire sur le petit parking attenant pour sa première édition, reportée déjà 2 fois. Du 3 au 9 octobre, la Semaine nationale des retraités et personnes âgées, au programme des conférences, rencontres et animations conviviales intergénérationnelles. La Semaine bleue et la Semaine nationale des personnes retraitées et des personnes âgées. Cet événement permet chaque année aux différents acteurs qui travaillent auprès de nos aînés d'organiser des animations en leur honneur. Organisé pour l'édition 2022, du 3 au 9 octobre, l'objectif est de créer des moments de partage, tisser des liens intergénérationnels, mais également faire prendre conscience au public de l'importance de nos seniors dans la société. Vous pourrez retrouver sur le site internet de la commune le programme complet. Le conseil de ce soir traitera de subventions, comme à notre habitude, demandées ou réaffectées. Nous traiterons également de rapports de services publics ainsi que de points de gestion des ressources humaines. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, place à l'ordre du jour. Alors, on a l'habituel premier point qui est en fait le procès-verbal, le compte-rendu de la dernière séance. Non, en fait, on commence d'abord par les décisions du maire, pardon. Alors, on va commencer par ça, il y en a 2. Convention d'occupation, c'est la numéro 2022-016 du 30 juin. Convention d'occupation de domaine privé communal à titre précaire et révocable entre la commune et Madame Philly Dominique et Monsieur Jacquelone Jean-Michel. Vous savez, c'est la fameuse parcelle qui est en dessous de la salle Antonin Gamelier, qu'ils ont, sur notre autorisation, occupée, qui fait que c'est plus un tas d'ordures, et en fait, ils y font leur potager, et personnellement, je trouve ça très bien. Donc, on propose de renouveler, dans la décision, c'est renouvelé pour la période du 1er septembre au 31 août 2023. L'autre, c'est... on a une requête en date du 2 mai 2022 introduite devant la Cour administrative d'appel de Marseille. Donc, j'ai nommé la SCP Borel et Delpret, avocats à la Cour d'Aix-en-Provence, comme avocats nous représentants. Voilà. Et ça, c'est une décision du 12 juillet. Voilà, les 2 seules décisions, mesdames, messieurs, qu'il y a là-dessus. Alors, on en revient à l'éternelle approbation du compte-rendu de la dernière séance qui avait eu lieu donc le 27 juin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques à faire là-dessus? C'est classique, hein, c'est tout enregistré en vidéo, c'est visible sur le site, il n'y a pas de commentaires, je le considère comme acquis. Je vous remercie. Ensuite, nous avons commission de suivi de site de l'usine Lafarge Holcim Ciment à Bouc-Bel-Air, désignation d'un représentant. Nous avons eu les uns et les autres gain de cause puisque nous avons obtenu de la part du préfet qu'il y ait une commission de suivi de site sur l'usine de Lafarge. Et donc, il faut ce soir désigner un représentant de la commune. Donc, je vous proposerai votre serviteur avec comme suppléant Yann Pertuzel. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pas d'autres candidats, donc je mets aux voix cette délibération avec le candidat qui est proposé. Est-ce qu'il y a des abstentions, des voix contre? Alors, abstention? Abstention, il y en a 3. Hein, vous avez un pouvoir. Voix contre? Il n'y en a pas? Donc, unanimité des votants. Merci. Désignation d'un correspondant incendie et secours. La loi Matras du mois de novembre 2021 demande aux communes de désigner un représentant. Donc, on a désigné un élu représentant. Je vous avoue que... Qui c'est qu'on a? C'est Jo. C'est toi, Jo, non? Non?
C'est pas toi. Correspondant à incendie et secours, c'est toi, voilà, c'est ça. Donc je vous propose l'adjoint délégué à la sécurité, Jo Cassaro. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Il n'y a pas d'autres candidatures, donc je mets aux voix cette proposition. Est-ce qu'il y a ces mêmes votes que le coup d'avant? Même vote que le coup d'avant? Abstention? Abstention. Donc 3 abstentions. Donc unanimité des votants. Ensuite, nous avons la communication de l'avis rendu par la Chambre régionale des comptes sur les relations financières entre la métropole Aix-Marseille-Provence et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation, les fameuses AC, versées aux communes par l'intercommunalité, par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants. C'est en fait soit la communauté urbaine, soit les communautés d'agglomération. Donc vous avez tous reçu, c'est un gros pavé. Je pense que vous êtes tous connectés au lien, vous l'avez tous lu. Est-ce qu'il y a des déclarations politiques? Monsieur Keila, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, déclaration politique, je ne sais pas. En fait, ça a été déjà largement commenté dans la presse, ce rapport qui met en évidence le fait, le mot à mot, je ne me souviens plus exactement ce que c'est, mais que les transferts de compétences, des principes, la neutralité, voilà, la stricte neutralité du transfert de compétences n'était pas respectée en faveur des communes, en fait, et particulièrement de la région d'Aix, dont Bouc-Bel-Air, bien sûr. Donc mon premier commentaire, ce serait que finalement, cette métropole n'est pas si défavorable à la région d'Aix, telle que certains pouvaient le craindre. Ma deuxième réflexion est de savoir, d'après les chiffres mentionnés, ça reviendrait à un traitement de faveur pour notre commune, pour ce qui nous concerne, d'environ 104 €, je crois, par habitant. Ce qui fait donc, si je multiplie par le nombre d'habitants, ça ferait environ 1 500 000. Mais je crois qu'il est indiqué aussi quelque part dans le rapport qu'on ne sera pas obligé de rembourser. Vous me confirmez cela, monsieur le maire? Non, je vous confirme quoi? Oui, il me semble que c'est écrit dans le rapport, mais je suis... La Chambre régionale des comptes, oui. Elle donne un avis sur la gestion. C'est pas un rapport définitif, de toute façon. C'est un rapport définitif. Pardon? Qui est présenté. C'est un rapport définitif. C'est un rapport définitif, en l'occurrence. Bien sûr, oui. Après, concertation, puisque... Non, le mot n'est pas concertation, le mot est contradictoire. Donc après... contradiction, c'est-à-dire on envoie et la métropole répond, à la suite de quoi l'avis définitif est donné, et c'est ce qui vous est présenté. Donc nous, on n'a qu'à prendre acte. Mais je voudrais quand même vous dire la chose suivante, M. Keila. Un, nous sommes concernés. Ah oui. Deux, c'est vrai que... Et oui, puisque nous sommes dans le pays d'Aix. Deux, c'est vrai que la communauté du pays d'Aix a des AC qui sont beaucoup plus élevés que la communauté urbaine de Marseille. Parce que la communauté urbaine de Marseille, elle n'a qu'une vingtaine d'années, le pays d'Aix a plus de 25 ans, la communauté urbaine de Marseille a 21 ans, puisqu'elle date du 1er janvier 2001, et nous datons de la 94. Bon, après, c'est vrai qu'en 2001, on a fait un bond en 33 communes, mais nous étions 18. Mais ne me dites pas non, je connais par cœur, je fais partie des 6 créateurs, s'il vous plaît. La communauté de communes de Marseille a été créée en 1995. Oui, combien il y en avait? 3 communes, voilà, merci. Après, il y en avait 15. Après, il y en avait 15, et en 1er janvier 2001, la création, il y en avait 15. Création de la communauté urbaine. Oui, 1er janvier 2001, il y en avait 15. Voilà, mais au 1er janvier 2001, communauté urbaine. Donc nous, au 1er janvier 1994, nous étions déjà 6. 97, on est monté à 9. Et en 98, nous étions 15 de mémoire. C'est ça, 15. Et après, au 1er janvier 2001, nous sommes montés en communauté d'agglomération, nous sommes montés à 33. Et puis 34, 32, 33 en 2002 avec Mimé, et 34 en 2000... non, pardon, 30... Ah, il m'en manque 2 là.
C'est ça. 34 avec Mimé, 33, 34 Mimé, plus 2 Gréasque et Gardanne, ça fait 36. Donc nous sommes aujourd'hui, enfin nous étions 36. Quand elle s'est créée le 1er janvier 1994, comme nous avions transfert de compétences et transfert de recettes, puisque nous avons perdu nos recettes de taxes professionnelles, et que les compétences qui ont été transférées à ce moment-là étaient infimes, parce qu'elles n'existaient quasiment pas. Aujourd'hui, je vais peut-être vous surprendre, mais le tri et l'élimination des déchets, en 1994, ça n'existait pas. C'était une compétence optionnelle de la communauté. C'est quelque chose qui commençait à balbutier. Donc, comme on l'a fait, il n'y a pas pu y avoir de transfert de charges, puisque dans les communes, ça n'existait pas. Donc il n'y a pas eu de transfert de charge. Il y a eu d'autres trucs qui font que le transfert de charge n'a pas été extrêmement élevé, mais par contre, les recettes, elles ont été entièrement transférées. Et donc, la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, qui dit, bon, mais c'est simple, il y avait telle recette qui a été transférée, ça elle est connue, c'était l'impôt que nous recevions, la taxe professionnelle. Et par contre, il y avait ça à diminuer, qui sont les charges transférées. Donc on avait des attributions de compensation qui étaient élevées, parce qu'il y avait très peu de charges. Par contre, la communauté urbaine, parce que c'est toujours je dis bien communauté urbaine volontairement, hein, parce si on n'avait pas eu de communauté urbaine, on n'en serait peut-être pas là. Parce que la communauté urbaine avait des compétences qui étaient énormes. Et ces compétences qui étaient énormes ont été évidemment, dans la création de la métropole, donné à la métropole. Donc on a voulu intégrer des gens qui étaient d'abord plus ou moins intégrés et on les a fusionnés. Donc on a évidemment fusionné en tirant tout vers le haut, au niveau des compétences de la communauté urbaine. Donc ça a fait ce que vous savez, mais quand on a au 1er janvier 2001 transféré, le législateur de l'époque, c'était la loi Chevènement, a fait en sorte de donner une DGF par tête d'habitant qui était élevée. De mémoire, je crois que c'était 500 francs par tête d'habitant. Nous étions évidemment avant le 1er janvier 2002, donc avant la création de l'euro. Francs par tête d'habitant, qui fait que c'était en fait un sucre d'orge énorme donné pour faire des communautés urbaines. Donc il y en a un certain nombre qui se sont créées. Celle de Marseille, elle s'est créée. Et donc, il y a eu des compétences qui ont été transférées. Et ces compétences transférées, eh bien, elles ont été sous-évaluées. Puisque le transfert de la compétence pour les routes, pour ceci, pour cela, etc., c'est en fait ce que la commune, parmi les 18 communes, hein, la communauté urbaine, c'est 18 communes, ces 18 communes avaient dépensé l'année qui précédait. Mais comme ils avaient, par la DGF, un pactole financier qui était quand même conséquent, parce que là, on est à plus d'1 million d'habitants, hein, la communauté urbaine. Eh bien, dans ce cas-là, ils savaient qu'ils allaient toucher ça toutes les années. Ils ont fait en sorte que les charges transférées soient minimisées. Je vais le dire comme ça, là. Voilà. Vous savez, j'ai assez dit, hein, j'ai jamais réussi à avoir les règles du jeu. En tant que conseiller métropolitain, je n'ai jamais réussi, membre de la CLEC, je n'ai jamais réussi à avoir les règles du jeu. Et je sais très bien comment ça s'est passé. Parce que ça veut dire qu'on a diminué, on a minimisé les dépenses, les charges transférées. Donc les recettes moins les charges, ça fait déjà quelque chose de conséquent, en sachant pertinemment qu'avec la DGF, on allait pouvoir faire. Puisque la DGF est un gâteau phénoménal à 500 francs par tête d'habitant. Voilà un peu ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas passé comme ça dans le Pays d'Aix, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a jamais été trop intégré, puisqu'on avait, je vous ai dit, les principales charges qui ont été transférées, c'est entre autres le développement économique. Je vous citerai le développement économique. Hein. Je parlais tout à l'heure de l'environnement, mais développement économique, ici, à Bouc-Béliard, on n'avait pas de service de développement économique. Il y avait qu'Aix qui avait un service de développement économique. Vous prenez Coudoux, vous prenez Venelle, vous prenez Vitrolles, s'ils en avaient un petit. Aix-nous, il me manque une commune.
venait Saint-Canard. Il me manque Saint-Canard. On n'avait pas de développement, service de développement économique. Donc il n'y a rien qui a été transféré. Il n'y a pas de charges qui ont été transférées. Mais par contre, il y a des recettes. Ce qui fait que, vous voyez, sur mon exposé, je reconnais que c'est un peu difficile, mais c'est quelque chose d'important. Et évidemment, ils se sont jetés dessus à bras raccourcis en disant excess. Et puis vous pensez, c'était déjà le grand, le grand débat ou la grande polémique avec les Marseillais sur les histoires de compensation, d'attribution de compensation que dans le pays d'Est qu'ils trouvaient élevés et beaucoup plus élevés que dans le cadre de la communauté urbaine. Voilà, c'est tout, c'est clair. Donc ils l'ont dit, ben on s'en fout qu'il ait dit. Hein. De toute manière, c'est nous qui avons bénéficié de ça. Donc on ne va pas s'en plaindre. Hein. Voilà. Je vous remercie pour ces explications. Mais cela dit, quelles sont les conséquences pour Bouc-Bel-Air, donc sur le passé et sur le futur? Est-ce que le budget est impacté? Est-ce qu'on a pris en compte non. Ouais. Vous l'avez dit vous-même. Ce qu'on a touché, on a touché. En plus, on a touché de la DSC, dotation solidarité communautaire, parce qu'il y avait des rentrées supérieures, on a ce genre de choses. Bon, cette DSC est quand même assez importante pour l'ensemble des communes. Donc on en a bénéficié, Mais je suis très inquiet sur l'avenir, puisque tout le monde sait que financièrement, la métropole, elle est très très mal. Pas au stade de l'État, mais elle est très très mal. Donc jusqu'à quand on va pouvoir bénéficier de ces dotations, d'attribution de compensation et DSC, je ne sais pas. Les Marseillais évoluent. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai appris que le maire de Marseille, qui voulait récupérer la voirie, la propreté, machin, truc, etc., aujourd'hui, il ne parle plus le même langage. Ça a un peu évolué. Puis aujourd'hui, il est en train de se dire, mais finalement, on devrait rester comme on était, parce que je n'ai pas les moyens de financer mes routes, par exemple. Mais oui, s'il veut récupérer les routes, il va les financer. Nous n'avons pas la compétence route. Nous finançons la réparation de nos routes. Je ne parle pas des départementales. Hein. Je ne parle pas de l'autoroute. Ça traverse un truc, c'est pas nous, ça, c'est l'État. Mais par contre, les autres voies sont communales. Auquel cas, c'est nous qui payons. Mais on sait ce qu'on fait. On a, comment dirais-je, une gestion de proximité, parce qu'on voit très bien comment ça se passe, plutôt d'avoir une gestion métropolitaine avec tout en haut et 92 communes. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle, je ne sais pas, qu'on n'a pas eu de discussion entre nous, on a une conférence des maires, je ne sais plus quand, on parle vraisemblablement de rester au statu quo avant la création de la métropole. On sait d'ores et déjà qu'on a récupéré les bandes d'incendie. Ça, on l'a récupéré. On sait d'ores et déjà qu'on a récupéré le tourisme pour ceux qui sont concernés, qui avaient un office de tourisme, ou intercommunal. Bon, c'est pas le cas pour nous. Mais nous, on récupère les bandes d'incendie. Et puis le reste, on va vraisemblablement rester comme on est. Reste la question de la piscine. Je ne suis pas convaincu qu'on reste comme on est. Aujourd'hui, c'est la piscine, c'est une compétence communautaire au niveau du pays d'Aix. On va voir comment ça va tourner. Voilà. Par contre, je vous demande, mes chers collègues, de prendre acte de ce que l'avis vous a été donné. Vous avez pu le consulter, comme je disais, vous l'avez tous lu, ligne par ligne, surtout Sophie, parce qu'elle est concernée. Hein. Voilà, vous l'avez tous lu, donc je vous demande de prendre acte à ça. Voilà. Merci. Ensuite, on a encore un rapport annuel, on a un rapport annuel sur le prix et qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers assimilés. Là aussi, vous avez eu le lien, vous avez vu en partie. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, des remarques à faire parce que je vais vous demander de prendre acte. Donc, mesdames, messieurs, mes chers collègues, ben voilà, vous avez pris acte et je vous en remercie de rapport sur la gestion des déchets. Ensuite, nous avons l'avis sur les dérogations exceptionnelles de l'interdiction du travail le dimanche au titre de l'année 2023. C'est toujours moi qui suis le rapporteur.
En fait, c'est principalement Decathlon qui nous demande 15 janvier, 2 juillet, 9 juillet, 16 juillet, 23 juillet, 30 juillet, 6 août, 10 septembre, 3 décembre, 10 décembre, 17 décembre et 24 décembre, qui correspond aux 12 journées du maire que le maire peut accorder. Donc je vous demande votre avis là-dessus. Hein. Il n'y a pas de questions. Donc je mets aux voix cet avis. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité, je vous remercie. Notre ami Yann Pertuzel va se faire un plaisir de vous parler de la délibération numéro 08, désaffection et déclassement d'une partie communale. Merci, monsieur le maire. Alors, pour cette première délibération, vous avez un peu l'habitude, hein, on en a déjà passé du même type. Alors là, ça concerne donc la désaffectation et le déclassement d'une parcelle qui se trouve, donc la CB 27, d'une superficie totale, donc la parcelle de 670 mètres carrés, et qui se trouve donc à l'intersection de l'avenue Diolesi, RD 8N, et du chemin de la Pinède, là où a été réalisé donc, le lotissement Les Jardins d'Arthur. Et donc la SCI Hygiène, Sport, Santé, qui donc est représentée par trois kinés, Madame Aurélie Euzen, Madame Sandra Maté et Madame Chloé Maillard, ont pour projet donc de créer un centre médical, en fait un cabinet médical pour être plus précis, donc un cabinet de kiné avec balnéo, et sont intéressés par l'acquisition donc de cette parcelle, tout du moins d'une partie de cette parcelle, pour accroître la capacité de stationnement nécessaire donc à cette balnéo. Alors dans ce cadre, donc, cette parcelle de 670 mètres carrés aujourd'hui n'est absolument pas utilisée par la commune, n'a aucune utilité, compte tenu de son positionnement et surtout de ses dimensions et de sa géométrie. Et donc il est proposé donc elle serait d'accord pour en acquérir donc une partie. La commune garderait une toute petite partie au sud, de façon à aménager beaucoup mieux l'intersection donc, du chemin de la Pinède avec les RD 8N. Donc, compte tenu que cette parcelle, comme je le disais il y a quelques instants, n'offre aucun intérêt pour la commune, donc il est donc proposé dans un premier temps, de constater sa désaffection, et ensuite donc de prononcer son déclassement pour la passer du domaine public dans le domaine privé de la commune, en vue, et c'est ce qu'on verra après, de sa cession donc à ces kinés. Y a-t-il des questions? Peut-être présente la délibération d'après, parce que tout ça c'est lié. Donc. Alors donc, l'objet de ensuite céder, non pas gratuitement, mais donc cette parcelle donc à la SCI. Donc cette parcelle a été évaluée, donc comme je disais, donc de 493 mètres carrés. Destiné donc à du stationnement a été évalué à 90 000 euros par les domaines, et donc nous proposons donc de vendre cette parcelle à la SCI pour un montant de 90 000 euros. Voilà, les frais bien évidemment de notaire sont à la charge les frais d'acte sont à la charge de la SCI. Merci Yann. Est-ce que vous avez des questions à poser à Yann là-dessus, sur ces deux délibérations? Après je les mettrai aux voix. Pas de questions, donc je mets aux voix ces deux délibérations. La première, est-ce qu'il y a des voix contre pour la désaffectation de la parcelle? Pas de voix contre. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, sur la deuxième, sur la vente de cette parcelle qu'on vient de désaffecter, est-ce qu'il y a des... Quelqu'un demande la parole? Alors,
Ah non, mais oui, tu vas demander la parole. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Yann, tu es bien parti. Continue avec la demande d'aide financière au conseil départemental dans le cadre du dispositif aide à l'embellissement des façades et paysages de Provence. Voilà, donc en fait, cette délibération vient dans la continuité d'une délibération que nous avions prise préalablement, donc au mois d'avril, qui concernait donc une demande de subvention. En fait, entre-temps, dans la mise en œuvre des travaux sur cette façade, il s'est avéré qu'il y avait des travaux supplémentaires à effectuer. Donc le devis initial est passé de 66 900 € à 71 140. Donc nous avons revu bien évidemment le montant de la subvention et donc donc il est donc proposé donc une subvention donc d'un montant, alors que je me trompe pas, donc voilà, il est actualisé donc à 49 798 €. Voilà. Et pour la répartition, sachez que pour donc un montant subventionnable de 71 140 € que j'évoquais il y a quelques instants, ça veut dire pour la commune donc une subvention donc qui sera accordée de 14 939,40 €. Pour le département, une part de 34 858,60 € et ce qui restera à charge pour le demandeur, 21 342 €. Y a-t-il des questions? Merci Yann. Pas de questions, je rappelle que c'est pour embellir la commune. Dans certains quartiers de la commune, c'est comme ça, où on pousse les propriétaires à embellir, à refaire leur façade, ce qui embellit le collectif et l'environnement collectif. Donc je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. On va toujours avec le même rapporteur, la douce voix de Yann Pertuzel, qui va nous parler de l'avis de la commune sur la modif numéro 2. Alors, la modification numéro 2 du PLU a déjà été évoquée dans cette noble assemblée, et en particulier le 3 mai 2019. C'était pas hier. Tout ça pour dire que on va peut-être finir par en voir le bout. Je me permets un petit commentaire. Cet exemple illustre parfaitement le temps long, voire très long, d'une modification de PLU au niveau de la métropole. Donc vous avez eu dans le rapport qui vous a été donné les différentes étapes. Comme je viens de le rappeler, 3 mai 2019, la demande à la métropole d'ouvrir la procédure de modification du PLU, 3 mai 2019. Il a quand même fallu attendre 7 mois pour que la présidente de la métropole demande à ce que la métropole ouvre cette procédure. Et donc nous avons eu une enquête publique fin mai, début juin. Cette enquête publique a vu donc un avis favorable du commissaire enquêteur pour cette ouverture à l'urbanisation. Et donc il nous est donc demandé, nous communes, d'émettre un avis simple donc sur cette procédure d'ouverture à l'urbanisation. Et normalement, si tout se passe bien, le mois prochain, à ma connaissance, lors d'un prochain conseil de métropole, une délibération permettra d'ouvrir enfin à l'urbanisation ce secteur de Montory. Merci Yann. Ce qu'il a oublié de vous préciser, c'est que sous le mandat précédent, nous avions fait la même chose pour pas très loin, puis ça a donné le jardin des essences. C'est une procédure de modification du PLU que nous avons menée en 7 mois. Là, si je fais le décompte, on doit être à plus de 43 ou 44 mois. Oui,
c'est plus de 6 fois plus de temps. Alors il paraît que c'est le temps administratif. Bon. Je n'en dirai pas plus. Est-ce que vous avez des questions à poser à Yann là-dessus? Madame Martin, vous avez la parole si vous la demandez. Merci, monsieur le maire. Donc, le rapport qui nous est soumis concerne une petite partie du quartier de Montory. Il s'inscrit dans un projet d'ensemble très important qui est décrit dans le dossier, qui était décrit dans le dossier d'enquête publique. Il est précisé que le quartier de Montory a vocation à accueillir un tissu urbain résidentiel accompagné d'équipements publics. Les futurs logements seront réalisés sous forme d'opération avec une densité plus soutenue de part et d'autre de l'avenue des Noyers. Ce sont 1090 logements, dont à minima 545 logements sociaux qui seront construits. Nous déplorons que ce quartier soit en train de devenir une zone où les constructions sont posées sans recherche de centralité, de vie sociale, d'équipements publics et de commerce. Les problèmes de circulation que rencontrent les bouquins chaque matin ne sont pas pris en compte non plus, car aucun réseau supplémentaire n'est prévu. Et quid des écoles déjà saturées sur la commune. Voilà, nous voterons contre ce projet, enfin ce rapport. Alors, l'aménagement du secteur de Montory donc, fait l'objet d'une opération d'aménagement et de programmation qui figure dans le PLU, qui est en vigueur aujourd'hui. Cette opération d'aménagement et de programmation, elle découle directement du projet d'aménagement et de développement durable de la commune. Et bien évidemment, tout ce qui est envisagé, il ne s'agit, lorsqu'on parle d'opération d'aménagement et de programmation, que de grands principes, mais tout ce qui est envisagé l'est en prenant en compte les capacités des réseaux, des voies. Certaines sont à créer, d'ailleurs elles sont prévues dans ces OAP. Je prends l'exemple de la rue Florence Artaud, qui a commencé à être créée et qui va être prolongée jusque sur le parking de l'ancien collège. Et lorsque sera développé du collège actuel, bientôt de l'ancien collège, enfin bientôt, un jour de l'ancien collège. Et donc lorsque on ira développer ce qui n'est pas d'actualité aujourd'hui, mais lorsque le temps sera venu de développer le sud de l'avenue des Noyers, bien évidemment, là aussi, des connexions seront prévues et correctement dimensionnées pour permettre une circulation optimale des véhicules qui seront présents à ce moment-là. L'aménagement de la commune et de cette partie, entre autres, est réfléchi, pensé. On va profiter aussi de l'exercice, si je peux m'exprimer ainsi, du PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, dont la construction est en cours, pour affiner ces opérations d'aménagement et de programmation que nous avons aujourd'hui et avec on va dire l'expérience que l'on prend au fil des années et, voilà. Mais en tout état de cause, c'est fait de façon parfaitement raisonnée et réfléchie. Merci Yann. Je rajouterai même une chose, tu l'as laissé entendre, mais pour être précis, je le dirais, c'est qu'il y a dans cette zone-là le 3e gymnase et un nouveau collège qui doivent se faire. Donc voilà. Donc ce sont des équipements dont nous avons besoin. Équipements publics dont nous avons besoin. Voilà. Non, mais c'est pas des commerces, on peut pas en faire partout non plus. C'est la meilleure moyenne, si vous en faites partout, d'avoir des soucis. Regardez comment ça se passe. Vous avez la salle. Si vous refaites encore autre chose qu'à la salle, le centre commercial de la salle, que vous connaissez bien, eh bien, il va péricliter. Voilà. Les commerces de proximité, c'est important. Il y en a.
Je rappelle ici, il n'y en a plus beaucoup, mais ici, il y en avait. Il y a le Vival qui vit, hein, tant mieux. Vous avez le centre commercial de la Salle, vous avez aussi la Mounine. Qu'est-ce qu'il y a encore comme proximité? Non. Après, vous avez tous les centres qui sont sur la RD 8N. Là, pour moi, ce n'est pas des centres de proximité. Ça a été fait, malheureusement, pour foutre en l'air le reste. Voilà, ce qui existait déjà. Donc c'est pour ça que dans la révision que nous avons prise dès que nous sommes arrivés, c'est fait en 2016, on a fait en sorte qu'il n'y ait plus de possibilités de commerce autre, de nouveaux commerces sur la D8N. Voilà. Les existants existent, ils peuvent se transformer, mais en tout cas, plus de nouveaux commerces. Ça a été une des premières dispositions que nous avons prises dans le cadre du PLU, ça s'appelait le PLU à l'époque, qui avait été adopté en 2012 et que nous avons révisé dès notre arrivée en 2014, et ça a été adopté début 2016, c'est ça? Voilà un peu le truc. À un moment donné, les commerces, c'est commerce. D'abord, les commerces, c'est un commerce qu'à partir du moment où il y a un commerçant, c'est comme les écoles. Vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Si on ne met pas d'instit dedans, c'est pas une école. Voilà. Donc là, si vous ne mettez pas un commerçant dedans, c'est pas un commerce. Et je crois qu'il y en a assez sur Bouc-Bel-Air. On ne va pas encore en faire des nouveaux, même s'il y a de nouveaux logements. Bon, c'est pas énorme ce qui se fait Florence Artaud, c'est pas énorme. Mais il est vrai que si on continue avec le PLUI, on verra peut-être autre chose, parce que là, il y aura une masse commerciale, et une masse d'habitants qui sera importante, donc pourquoi pas. Mais aujourd'hui, hâtons-nous lentement là-dessus sur le commercial. OK, donc j'ai noté que vous êtes contre, donc 3 voix contre, 3 abstentions, et donc majorité. Merci. On a fini avec Yann Pertuzel. On va écouter Sophie Suras qui va nous parler de l'admission en non-valeur de produits zéro couvert pour l'année 2020 et 2022. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le comptable des finances publiques de Gardanne a transmis un état de demande d'admission en non-valeur. Il correspond à des titres des exercices 2020 et 2022. Ces recettes n'ont pu être recouvrées malgré des procédures employées et les poursuites infructueuses. L'état transmis par la trésorerie se décline comme suit. Demande remboursement frais de mise en fourrière pour 595,50 €. Demande remboursement frais mise en fourrière pour 845,36 €. Activité périscolaire bibliothèque pour 29,10 €. Demande de remboursement de frais de mise en fourrière pour 526,46 €, soit un total de 1996,42 €. Il vous est donc proposé ce soir l'admission en non-valeur et par suite la décharge du compte de gestion des sommes concernant les exercices 2020 et 2022 pour un montant total de 1996,42 €. Merci Sophie. Est-ce que vous avez des questions? C'est quelque chose d'assez classique, on passera tous les ans. Pas de questions, donc je mets aux voix cette admission en non-valeur. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus, donc unanimité, merci. Sophie, tu continues avec une demande de subvention auprès du CD pour des travaux de proximité. Oui, le local technique de l'hôtel de ville de Bouc-Bel-Air nécessite des travaux importants de mise en conformité et de fiabilisation des infrastructures de bâtiments. Sécurisation électrique, climatisation, prise réseau, cuivre, fibre, agencement de baies et propreté. Pour l'aider à faire face à cette dépense, il est proposé au conseil municipal de solliciter une aide auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône au taux le plus élevé possible au titre des travaux de proximité année 2022, troisième partie. Le plan de financement de ces travaux s'établit tel que conseil départemental 70% pour une somme de 59 500 €, financement communal 30% pour une somme de 40 562 €, total hors taxe de 100 062 €. Merci Sophie. Est-ce que vous avez des questions sur cette demande? Madame Martin, vous avez la parole si vous la demandez. Merci, Monsieur le maire. Lors de notre visite au data center de SIGV, il nous avait été précisé que le SIGV concentrait les données informatiques des communes, et notamment donc de Bouc-Bel-Air. Il nous a été aussi indiqué que le data center principal est celui du SIGV. Donc pour bien comprendre comment sont sécurisées et protégées les données des bouquins, pouvez-vous nous préciser la fonction de ce data center de la mairie?
Oui, je vais laisser la parole à Joseph Cassaro, qui sera plus technique que moi sur ce sujet. Bonsoir. En fait, ce que vous aviez noté, c'est que le SIGV était, on va dire, le moteur et la source des informations qui arrivent des 3 communes. Et ensuite, on vous avait expliqué qu'il y avait obligation, pour la pérennité des données, d'avoir un autre endroit, un autre lieu de stockage sur lequel il y a un effet miroir de toutes les données qui a lieu à heure et date prévues tous les jours, pour qu'en cas de problème de coupure ou de piratage, on puisse récupérer les données. Donc on vous avait expliqué que cet endroit c'était Bouc-Bélair, et il se trouve que on va dire la structure, le fonctionnement ne change pas. Par contre, le matériel qui était réceptacle de ces informations commençait à devenir obsolète, et l'objectif des travaux qui sont réalisés, c'est de remettre tout ça aux normes, de changer le type de baies, qui sont des baies qui sont beaucoup plus actuelles, beaucoup plus actualisées, qui ressemblent à celles que vous avez vues au SIGV. Et c'est de changer aussi la structure même de la salle, qui, pour ceux qui la connaissent et qui y sont rentrés, ils savent que tout ça, c'est pas vétuste, mais c'est très ancien. Donc on refait la totalité de la salle, et surtout on met tout l'équipement nécessaire pour protéger nos données du mieux que nous pouvons, et de refaire aussi toute la partie climatisation, vous connaissez bien le sujet, toute la partie climatisation, toute la partie baie informatique, toute la partie brassage qui était très ancienne. Et on remet aux normes aussi, puisqu'il y avait des risques d'eau au-dessus de la partie électrique. Donc voilà, tout ça, c'est pas simplement de l'informatique, mais c'est brossé un petit peu plus large sur la sécurité globale et de l'informatique, mais aussi de la partie des installations dans le bâtiment. Pour être un petit peu plus précis, si tu le permets, Jo, en matière de financement, on demande travaux de proximité. Si on l'a, on l'a. Si on l'a pas, on fera quand même. Mais sera laissé à la charge de la commune 50% et 50% à la charge du SIGV. Parce que c'est un data center qui sert évidemment au SIGV. Donc c'est quelque chose qui... Alors c'est un acronyme là qui dit c'est la continuité ou je sais pas quoi, la continuité... comment ça s'appelle, tu dis là En fait, il s'agit de la continuité du service ou la reprise après interruption de service. Voilà. S'il y a quelque chose qui se passe, comme il y a ce que disait Jo, l'effet miroir, on peut continuer à travailler sur un data center, ce qui veut dire que les agents des 3 communes continueront à travailler sur le data center et sur celui-là, si l'autre est en panne et vice-versa. En tout cas, s'il y a une panne, on pourra récupérer très très vite. Mais comme l'a dit aussi Jo, la sauvegarde, c'est pas là. Vous avez fait référence à la sauvegarde, c'est ailleurs. La sauvegarde, par essence même, elle doit être dans un autre endroit, et elle doit se faire à partir du moment où... alors là, on est dans la cybersécurité, mais puisque vous nous donnez l'occasion, on vous le dit, on a eu une réunion avec l'ANSSI sur la sécurité informatique du système, donc... système SIGV, et donc des 3 communes, comme il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de possibilités d'avoir une attaque, une cyberattaque. Donc on sait d'ores et déjà qu'on va avoir pour l'année à venir 180 000 euros d'investissement au titre du SIGV pour éviter d'avoir, comme vous avez connu la métropole ou la ville de Marseille, qui ont été attaquées il y a 3-4 ans de ça, et quand il y a cyberattaque qui a fait... voilà. Mais demain, on a une attaque, comment fait-on? Ou on a quelque chose qui pète, comment fait-on? Eh bien, on a un deuxième data center qui nous permet de continuer l'activité, et puis surtout, si il se passe quoi que ce soit, on aura fait ce qu'il faut pour la cybersécurité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important. Et ça se passe évidemment au niveau des 3 communes. Bon, donc là, on demande ça, mais vous comprenez bien que là, on est dans la demande de subvention. Après, on va faire les travaux et on va délibérer plus tard. On délibérera pour faire en sorte que la commune prenne 50%, puisqu'il y a des travaux on va dire de gros œuvres ou de seconde œuvre, de seconde œuvre, et puis il y a des matériels qui eux, devraient être payés par le SIGV, puisque c'est le SIGV qui a compétence. Voilà.
Donc on a fait une cote mal taillée, comme il restera, je sais pas, 40 000, c'est ça, non? Combien tu disais, Sophie? Pardon, excusez-moi. De l'ordre de 40 000, voilà. Oui. L'ordre de 40 000, on partagera en deux entre le SIGV et la commune de Bougbélair, c'est une cote mal taillée. Voilà, comme ça vous êtes au courant de ce dossier-là. OK? Donc je mets aux voix cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. Sophie, tu continues avec demande de réaffectation de subvention auprès du conseil départemental au titre du contrat départemental. Oui. Donc, grâce aux différents dispositifs d'aide du département, des projets ont pu bénéficier de subventions comprises entre 60 et 70% dans des domaines aussi divers que le patrimoine, les équipements culturels, l'éducation et la jeunesse, les équipements sportifs, les acquisitions foncières, l'accessibilité des établissements recevant du public, les ravalements de façades. Chacun de ces projets a fait l'objet d'une convention de partenariat et doit être réalisé dans un délai de 3 ans. Toutefois, il peut arriver que certaines opérations soient annulées, opérations ayant obtenu un autre financement par exemple, ou soient soldées mais présentent un solde positif lié à un écart entre l'estimation originelle et le coût réel de l'opération. Le CDDA présente à ce jour un reliquat de 316 968 € de subvention, ce qui représente un solde de 5%, sur 2 dossiers. La réhabilitation des caves du château, avec un solde de subvention de 126 500 €, et la construction d'un nouveau gymnase en phase d'études avec un solde de subvention de 190 466 €. Au vu de la crise énergétique sans précédent, la ville de Bougbélair souhaite réaffecter ses crédits disponibles sur le marché public global de performance énergétique du parc d'éclairage public de la ville de Bougbélair. La ville de Bougbélair souhaite engager la maintenance, le maintien et la rénovation du parc d'éclairage public communal. Elle souhaite rationaliser et ainsi mieux maîtriser sa consommation d'énergie, mais également faire de l'éclairage public un outil de promotion et de développement de l'activité économique et sociale en améliorant les conditions d'éclairement des différentes voies et espaces publics. Le patrimoine concerne uniquement les voies communales et terrains sportifs communaux et se compose de 3 236 foyers d'éclairage public. Les objectifs du marché public global de performance énergétique sont de garantir à la ville de Bougbélair l'optimisation des consommations énergétiques, le respect des objectifs de performance en termes de qualité de service. Le plan de financement de ces travaux de modernisation de l'éclairage public s'établit tel quel. Conseil départemental 60% pour la somme de 316 968 €. Et le financement communal 40% pour la somme de 213 312 € pour un total de 528 280 €. Merci Sophie, vous avez compris qu'il s'agit de réaffecter le solde positif, puisqu'on a 2022, on clôt le contrat départemental et qu'on demande au département de réaffecter sur le marché global de performance énergétique, qui est le marché d'éclairage public, qui est l'entreprise et l'arme à la main, prête à bondir, prête à y aller, mais tant qu'on n'a pas notre nouveau CDDA, on ne les fait pas, puisqu'en fait, on aura 3 millions qui seront prévus dans le... 3 millions, c'est ce que nous coûte la rénovation de l'éclairage public, qui seront prévus dans le prochain CDDA, qui nous permettra non seulement de gagner en énergie, dépenser moins, mais aussi de se tourner peut-être vers la ville, la Smart City, c'est comme ça qu'on dit là, la Smart City, voilà, faire en sorte d'avancer au XXIe siècle. Donc on vous demande de délibérer là-dessus pour réaffecter le solde du contrat départemental CDDA. Développement et d'aménagement. Développement et d'aménagement, voilà. Question là-dessus. Monsieur qui est là, vous avez la parole si vous la demandez. Oui, merci, monsieur le maire. Écoutez, l'objectif est tout à fait louable et on le partage. Ma question elle est plutôt technique. Notez ce qu'a dit monsieur qui est là. On est très content quand il y a des choses qui sont faites et qui vont dans le même sens que nous. La question est plutôt technique. Je suis pas expert, mais c'est possible de réattribuer des subventions qui avaient été accordées pour un aspect qui était tout à fait différent de l'objectif nouveau. C'est pas plus simple de faire des nouvelles demandes de subventions.
Est-ce que ça a des chances de réussite? C'est sa première question. Puis deuxième, c'est les deux projets qui ont été, qui dégagent un solde. C'est parce qu'ils n'ont pas été réalisés ou parce qu'on a fait des économies dessus? Sur la deuxième partie. Le rapport entre les caves du château et puis concernant le château, la performance énergétique, c'est un peu... Une fois qu'on a mené les études sur la fondation et la sécurité des travaux à prévoir, après les études, on s'est rendu compte que les travaux à faire étaient d'une envergure supérieure à ce qu'on avait prévu initialement, donc beaucoup plus coûteux à ce qui était prévu. Donc on s'est contenté, entre guillemets, d'une mise en sécurité de la propreté des lieux, et ça s'est arrêté là, ce qui fait effectivement que par rapport au montant estimé au départ, il y a un solde qu'on réaffecte sur autre chose pour ne pas le perdre. Concernant le gymnase, c'était une phase d'étude et elle s'est avérée être moins chère que prévu, tout simplement, car la zone était partagée avec des entreprises privées, du privé, donc la réaffectation des sommes a fait que ça a coûté moins cher et que ça nous permet de dégager une nouvelle fois un solde. Après, pour ce qui est de la clôture du contrat, quand on le clôturera, les sommes qu'on pouvait avoir sur ce contrat-là départemental, elles sont perdues. On ne pourra pas dire on ne les a pas mobilisés pour le contrat précédent, on les prend sur le prochain. Donc là, on les mobilise, on récupère, on le clôt, et puis après, on travaillera sur le prochain. L'objectif, là, c'est de ne pas perdre ces sommes d'argent, justement. Qui est acceptable. Permettez au conseil départemental de vous répondre dessus. Dites-vous bien que si on délibère, c'est que vraisemblablement, on aura gain de cause. Donc c'est possible. Voilà. Autrement, si ce n'était pas possible, je ne vous aurais pas demandé de délibérer là-dessus. Voilà. Mais comme l'a dit très justement Sophie, on a des crédits qui nous restent dans la période qui va, pour la période 2022, des crédits qui nous restent, on solde C'est vrai que le gymnase, on n'a fait que des études pour l'instant. Bon. Donc par contre, il reste encore un peu sur la permission qu'on avait. Parce que tous les ans, la commission permanente dit, voilà, pour telle année, vous avez telle possibilité. Mais ça, c'est sur la demande de la commune. Donc il nous reste, profitons-en, comme ça on peut commencer tout de suite le marché global de performance énergétique à le mettre en exécution. Aujourd'hui, on est l'arme au pied. Mais tout ça, c'est légal, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut qu'on le demande pour l'avoir. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le demande? Pas de voix contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Sophie, tu n'en as pas fini puisque tu as encore, non? Tu as encore une réaffectation de subventions. Tout à fait. Donc, pour les mêmes motifs que ceux évoqués lors de la précédente délibération, il demeure un solde sur le fonds départemental pour la mise en œuvre du plan énergie-climat pour les travaux de réhabilitation énergétique de bâtiments communaux d'un montant de 113 090 €. Donc ce solde va lui aussi être mobilisé pour des travaux de modernisation de l'éclairage public, 60% pour le conseil départemental, 113 090 €. Et le financement communal, lui, sera de 40% pour un montant de 75 394 €, et un total de 188 484 €. Qui vont évidemment se rajouter à la délibération précédente pour le marché global de performance énergétique. Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Sophie, tu n'as pas fini, tu as encore une réaffectation. Je vous disais que ce soir, il y avait des réaffectations au titre des travaux de proximité. Oui, là, il s'agit d'un solde sur les travaux de proximité pour des travaux d'étanchéité sur des bâtiments communaux pour la somme de 59 500 €. Au vu des dossiers de demande de subvention sollicités en 2022, il est proposé de réaffecter le solde du dossier de proximité sur les travaux de réfection et de sécurisation des cheminements piétonniers, quartier Belle-Ombre, Le plan de financement de ces travaux de réfection et de sécurisation des cheminements piétonniers, quartier Belle-Ombre, s'établit comme suit. Pour le conseil départemental, maximum 70% pour une somme de 58 240 €. Financement communal à hauteur de 30% pour 24 960 €. Total, 83 200 €. Merci Sophie. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sophie sur cette demande de réaffectation? Pas de questions. Je mets aux voix cette demande de réaffectation. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Merci Sophie. On va changer de rapporteur.
Maëva Gautelier va nous parler de la candidature de la ville de Bouc-Bel-Air à l'appel à l'initiative de la DRAC-PACA pour la création d'un tiers-lieu dédié à l'emploi sous toutes ses formes. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, ce soir, on va vous exposer la question du tiers-lieu que la commune souhaite créer sur la commune, sur le site de la Graciane, dans le cadre de la politique municipale qui est actuellement menée, à savoir le mieux vivre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un tiers-lieu ? C'est la première question que tout le monde se pose, j'imagine. Donc, la notion de tiers-lieu va désigner des espaces dans lesquels vont s'incarner une volonté d'une communauté de citoyens de se réunir et d'aller vers un temps d'échange. Donc, c'est un lieu où la parole et l'échange va être promu et c'est un espace de lien social, de vivre ensemble, de convivialité et surtout d'innovation. Les structures retenues dans le cadre de l'appel à l'initiative recevront au maximum la somme de 50 000 €, reconductible 2 fois, soit jusqu'à 150 000 € au total. Quel serait l'objet de ce tiers-lieu ? Alors aujourd'hui, je vais vous faire part de quelques chiffres. Il faut savoir que 34% des salariés sont en burn-out sévère. 64% des professionnels dans les ressources humaines sont en détresse psychologique. 44% des managers se déclarent au bord de la rupture. La médecine du travail vient aujourd'hui obscurcir le tableau en affirmant que la consommation de drogue et d'alcool sur le lieu de travail a vocation à se développer, retranscrivant clairement ce mal-être au travail. Mais pas seulement. Un dirigeant sur 2 présente un risque très élevé de burn-out et 45% des dirigeants se sentent isolés. Il faut savoir que sur la commune, 91% de la population, ce sont des actifs, donc des personnes qui travaillent et qui peuvent parfois être concernées par ces difficultés-là. L'action municipale, par sa richesse et l'ensemble de ses dispositifs déjà en œuvre, va permettre au sens large d'être un moyen, une boîte à outils, pour tenter modestement d'endiguer ces problématiques, et des groupes de parole sur ces thématiques existent déjà dans les grandes villes, et notamment à Paris, pour pas de la citer. Bien entendu, dans le cadre de ce projet, nous pourrons compter sur nos partenaires institutionnels qui sont déjà informés du projet, qui sont intéressés, qui sont prêts à nous accompagner, à savoir la CCI, la Chambre des métiers de l'artisanat, le Pôle emploi. Le stress, l'épuisement professionnel et le burn-out ne seront plus tabous, mais seront beaucoup plus simples à aborder. Il vous est donc proposé ce soir de candidater à l'appel à initiative de la DRAC-PACA pour la création d'un tiers-lieu pour pouvoir aborder ces problématiques. Le maire souhaite s'engager dans le mal de ce siècle et innover à cet effet pour mieux vivre ensemble en faveur des 91% d'actifs de la commune et des dirigeants en proposant des actions concrètes et des axes de réflexion permettant de contribuer au développement du lien social et de continuer à toujours mieux vivre sur Bouc-Bel-Air. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Question. Monsieur qui est là, vous avez la parole si vous la demandez. Ah non, mais Sophie, éteins ton truc. Voilà. Merci, monsieur le maire. Je vais vous satisfaire à nouveau, mais c'est un projet tout à fait louable aussi, que nous soutenons complètement dans son esprit. D'ailleurs, ça faisait partie de notre programme. Donc, tiers-lieu, c'est quasiment mot pour mot. Alors, cela dit, parce que vous vous doutez bien que s'il y a une question, il y a quand même un mais. On est tout à fait favorable à ce projet, mais tel que c'est présenté là, ça ressemble à un machin qui va résoudre tous les problèmes sociaux de la commune. Pour les vieux, pour les jeunes, pour les artistes, pour le coworking, la formation, enfin ça fait tout, mais on n'a que d'explications sur le fonctionnement. Et on arrive à la fin à une addition de 249 000 €. C'est à la fois peu et beaucoup. Puis peu, parce que si on veut faire vraiment tout ça, je pense qu'il faut beaucoup d'argent. Et puis beaucoup, parce qu'on ne sait absolument pas comment ça va marcher. Qu'est-ce que c'est que ces 249 000 €? Est-ce que c'est des frais de personnel, de rénovation du bâtiment? Aucune explication. Donc on dirait oui pour le principe, ça c'est clair, on soutient le projet. Par contre, on pense que pour donner un budget et engager des dépenses, c'est beaucoup trop tôt et qu'il faudrait avoir d'abord une discussion sur la façon dont fonctionnera ce machin. Voilà.
Oui, alors pour vous répondre, donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà que le budget qui a été établi, c'est un budget prévisionnel. Donc ce qui est important de souligner, c'est que pour la partie commune, j'imagine que c'est ce qui a attiré votre attention, les 99 et quelques mille euros, il n'y aura pas d'argent en fait qui sera mobilisé par la commune à cet effet. En plus des subventions, c'est un budget qui est monté avec la masse salariale à affecter et les locaux qui vont être mis à disposition dans le cadre du projet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ensuite, donc il y a un budget évidemment qui sera affiné et qui sera ensuite monté plus précisément dès lors qu'on aura obtenu la subvention. Deuxième point, donc effectivement, vous avez raison, c'est un projet qui nécessite une concertation et il y aura donc des commissions qui seront tenues à cet effet, des groupes de travail pour lesquels vous serez tous conviés bien évidemment pour pouvoir étudier cela. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, d'abord montons le dossier en l'état, présentons le dossier pour obtenir la subvention et dès lors que nous aurons la subvention, nous pourrons amorcer et voir la façon dont on peut monter le projet. L'objectif n'est pas d'engager des dépenses inutiles. L'objectif de Monsieur le maire est de gérer la commune en bon père de famille. Donc pour l'instant, on ne va pas se précipiter, on va déjà monter le projet et ensuite on réunira des commissions et des groupes de travail à cet effet. Excusez-moi, je ne comprends pas. Vous dites qu'il n'y a pas de dépenses de la commune, mais je vois 99 000 euros de financement communal. C'est de la valorisation. Pardon ? C'est de la valorisation. La masse salariale qui sera mise à disposition, les locaux qui seront mis à disposition. Ça serait bien de le dire. Notamment. Bon, je viens de vous le dire. Mais de toute façon, c'est l'argent des contribuables, quoi. Je veux dire, peu importe que ce soit une subvention ou que ce soit la commune qui paye. Donc, je pense qu'il y a un budget, il faut quand même l'étayer par un raisonnement, savoir quel est le projet exactement. Il existe une commission de développement économique dont vous êtes responsable, d'ailleurs. Absolument. Donc, je pense qu'on aurait pu d'abord discuter ce projet en commission, que vous nous exposiez clairement les détails de ce projet, qu'on est tout à fait, comme je disais tout à l'heure, favorable. Mais je pense que c'est, alors là pour le coup, prématuré, c'est là de mettre la charrue avant les bœufs, décider d'un budget avant que le projet soit rédigé. Alors Monsieur Keller, il me semble qu'on a déjà évoqué ce sujet en commission économique, alors pas forcément le sujet du tiers-lieu, mais le sujet de solliciter des subventions avant de monter un projet. Parce que oui, vous comprendrez qu'en ce moment, avec les dépenses et avec le budget qui est très serré et toutes les économies qu'on est en train d'essayer de faire, vous comprendrez qu'avant de monter un projet, on se renseigne sur la façon dont on va pouvoir financer le projet. Et c'est exactement ce dont je parle quand je dis que Monsieur le maire a la volonté de gérer la commune en bon père de famille. Il faut d'abord voir si on dispose des ressources nécessaires et ensuite mettre le projet en œuvre. Je remercie Monsieur le maire d'avoir cette volonté, c'est une excellente volonté. Cela dit, ça n'empêche pas que je pense que avant de décider un budget, on ne décide pas un budget, puis ensuite on regarde ce qu'on peut mettre dedans. Et on évalue d'abord ce qu'il y a à faire, et ensuite on demande des... Permettez-moi de vous répondre. Il y a écrit candidature à l'appel à initiative. Ça veut dire que nous proposons quelque chose à l'État. Donc ça veut dire qu'il est embelli, il est présenté d'une certaine manière. Et si nous l'avons, nous le mettrons. Si nous ne l'avons pas, on discute en l'air. Mais on répond à un appel à l'initiative que l'État a lancé. Et d'après les discussions que nous avons eues avec les uns ou les autres, il semblerait qu'on puisse obtenir. Donc on verra. Mais pour l'instant, on n'a pas obtenu. Mais tant qu'on n'a pas obtenu, on ne va pas parler de ce qu'on va faire. Il faut d'abord savoir si on est retenu dans le cadre de l'appel à initiative. C'est quand même, pour l'espace de 3 ans, c'est 150 000 euros. Quoi. Je veux dire, voilà, donc c'est pas rien. On a l'occasion de faire, de mieux dépenser ce que nous faisons, ce que nous dépensons actuellement. C'est pour ça que, personnellement, j'en suis ravi. Voilà, donc candidature à l'appel à initiative. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Est-ce qu'il y a, je mets aux voix cette délibération, est-ce qu'il y a des voix contre? Alors, 1 contre, 2 contre, 3 contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, majorité, merci. Nous allons changer de rapporteur puisque nous allons écouter la douce voix de Marie-Pierre Vitiello qui va nous parler de création de postes. Enfin bon, voilà. Vas-y, commence par la 18. Merci, Monsieur le maire. Donc, le premier poste concerne le service scolaire.
Suite à la réussite au concours d'adjoint principal d'un agent du service scolaire qui est actuellement adjoint technique territorial, nous vous proposons donc de créer le poste d'adjoint principal de seconde classe pour pouvoir nommer l'agent dans son nouveau grade. C'est un peu toujours la même chose. Merci Marie-Pierre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre sur cette délibération? Vous n'en avez pas? Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Merci Marie-Pierre. Toujours création d'un poste. Alors, cette fois-ci, c'est pour le service technique. Donc, suite à un départ d'un agent qui fait valoir ses droits à la retraite et de l'évolution des besoins du service technique, notamment en matière de nouvelles technologies, de développement de réseaux et de la performance énergétique, il est proposé donc au conseil municipal de ce soir de créer un poste permanent de responsable réseau nouvelles technologies et cartographie, soit de catégorie A ou B, à temps complet, en fonction des candidatures, bien sûr. Cela correspondrait parfaitement aux nouveaux besoins du service technique. On a lancé un appel à candidature là-dessus. Bon, je ne sais pas jusqu'à quand il est ouvert. Mais voilà, en fait, on verra en fonction. Vous voyez, je suis clair. Hein. Soit on a quelqu'un qui peut être un A ou un B. On a ouvert la candidature. On verra bien ce qui va nous arriver. Soit on a peut-être un contractuel, quelqu'un qui vient du privé, qui répondra, mais qui a des trucs. Voilà. Donc, sur la création de ce poste, est-ce que vous avez des questions? On a été suffisamment précis avec Marie-Pierre. Donc, je mets aux voix cette demande. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Marie-Pierre, tu nous parles de la mise à jour de la délib? Oui, du 27 juin. Donc, en effet, lors de cette délibération, nous avions créé 5 postes pour le service scolaire. Et aujourd'hui, au vu des besoins, nous demandons au conseil municipal d'en créer 6. Vous allez comprendre, je vais être un peu plus explicite. Donc, compte tenu de la réorganisation du service et pour pallier au mieux les absences et renforcer les équipes en place sur les temps forts de l'activité qui est répartie sur les 4 groupes scolaires, mais qui est la même activité en simultané sur les 4 groupes scolaires. Donc, on se rend bien compte aujourd'hui que nous avons besoin de 2 agents à temps complet. Donc, ceux-là, on les a déjà, on les garde. Et ensuite, nous avons besoin de transformer 3 postes à temps complet en 6 postes à temps partiel. Ça nous fait un volant de 6 agents au lieu d'en avoir 3. Donc, puisque les besoins sont les écoles, hein, c'est la rentrée, les repas, le soir, le nettoyage et la garderie. Donc là, nous vous proposons ce soir de créer 6 postes à temps non complet d'agents techniques polyvalents avec des missions de restauration, d'entretien et de surveillance d'enfants en fonction des besoins. Donc, vous avez bien compris, nous allons recruter 6 personnes au lieu de 3. Et il est à noter que le service scolaire a déjà reçu l'approbation des agents recrutés sur ces postes de passer à temps partiel et a aussi reçu de nouvelles candidatures pour des postes à temps partiel. Voilà, je reconnais que c'est un peu... Mais bon, c'est comme ça. Le management du personnel, quelquefois, il est un peu compliqué. Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on a encore création de 2 postes non permanents pour faire face à des accroissements. Marie-Pierre? Oui, alors il y a un poste pour le service sport et vie associative de la municipalité et un pour le service scolaire. Donc pour le service scolaire, nous vous proposons la création d'un poste non permanent d'agent d'entretien et des services à temps complet pour faire face à une augmentation, un accroissement temporaire d'activité pour une durée de 12 mois. Et pour le service des sports, nous vous proposons la création d'un poste d'agent de maintenance et d'accueil à temps complet, aussi pour une durée de 12 mois, pour les mêmes motifs. Merci Marie-Pierre. Question à Marie-Pierre là-dessus? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération numéro 21. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Mes chers collègues, nous avons reçu une question diverse du groupe Boubelair maintenant, qui nous parle du rond-point de l'éolienne.
Donc il y a 3 photos qui nous sont données avec cette question du rond-point de l'éolienne, qui ont été prises le 25 août 2022, soit près de 2 mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral sur l'interdiction d'arroser les pelouses, entre autres restrictions de consommation d'eau. La pelouse de ce rond-point est vigoureuse et verdoyante, malgré les restrictions. Pouvez-vous nous indiquer la variété de semences de gazon utilisées sur ce rond-point ? Les bouquins qui ont vu leur pelouse brûler cet été sont certainement intéressés par ce partage de bonnes pratiques. Simplement, je répondrai là-dessus que nous avons un arrêté préfectoral, qui est l'arrêté numéro 145-2022 du 8 août 2022, instaurant l'état d'alerte renforcé sécheresse sur un certain nombre de quartiers et entre autres sur notre commune. Voilà, donc qui prévoit que nous sommes dans l'Uvonne amont, nous sommes en période de crise. Non, pardon, je me trompe de ligne. Nous sommes en alerte renforcée. Vallée de l'Arc amont, avec un certain nombre de communes, Aix-en-Provence, Beaurecueil, Belcoden, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Châteauneuf-le-Rouge, Aiguille. C'est par ordre alphabétique, hein, n'essayez pas de suivre l'arc parce que c'est pas dans le déroulé. Fuveau, Gardanne, Gréasque, Méreuil, Mimé, Peigné, Puy-Loubier, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Marc-Joumegarde, pour la sud du plateau de France, pas pour tout, Simiane-Collongue, pour l'est de la Crète partant de l'Étoile, le Tolonnais, Tretz, Vauvenargues, à l'exception du vallon du Grand-Sambuc et enfin Vintabruin. Nous sommes en alerte renforcée et nous sommes dans l'Arc amont. En alerte renforcée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons le droit, pour les pelouses et les massifs fleuris, interdits. Pour les arbustes et arbres, nous avons le droit entre 20h et 7h. Donc, l'arrosage qui est fait là-dessus est tout simplement fait entre 20h et 7h, c'est-à-dire la nuit. Donc, nous n'avons pas outrepassé l'arrêté préfectoral. Nous n'avons fait qu'appliquer l'arrêté préfectoral. Tout simplement. Voilà la réponse à la question qui nous était posée, qui était la seule question. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant terminé, je vous propose de lever la séance et je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit.